Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Philippe. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui en cette journée de neige. Je ne sais pas si vous êtes tous à Montréal. Merci de nous rejoindre ce midi. Donc, nous allons présenter dans le cadre de la présentation les activités de transfert de connaissances de l'Institut universitaire sur les dépendances. Je me présente, je suis Jean-Philippe Galipeau. Je suis professionnel de recherche et donc j'ai rejoint l'équipe de transfert de connaissances en 2021. Et avant ça, j'étais comme assistant de recherche à l'IUD. Et donc, je vais laisser un petit mot pour Valérie pour qu'elle se présente. Oui, merci. Moi, mon nom, c'est Valérie Van Mouric. Je suis travailleuse sociale et clinicienne-chercheur. Je fais partie de l'équipe de l'IUD depuis le mois de mai. Je vais participer à l'élaboration de la formation qui va accompagner deux programmes qui s'en viennent, des programmes de traitement pour les jeux de hasard et d'argent et pour l'utilisation problématique d'Internet. Vous en saurez plus si vous assistez à la présentation de Magali Dufour jeudi matin. Donc, l'invitation est lancée pour tous. Malheureusement, Axel Moreau, qui était supposé faire la présentation aujourd'hui, n'était pas dans la possibilité d'être présente. Donc, c'est nous qui prenons la relève en espérant lui rendre hommage. Je vous invite aussi à poser des questions au cours de la présentation. S'il y a des choses qui vous viennent en tête, nous les partager dans le chat. On va y répondre cependant seulement à la fin de la présentation. Donc, on va commencer. Donc, le plan de présentation, je vais vous faire un petit tour de l'IUD, c'est quoi ses fonctions. L'équipe de TC, donc TC, on entend transfert de connaissances, l'explication du concept de transfert de connaissances, le processus derrière nos produits, donc comment on fonctionne un peu pour arriver à mettre des différentes publications et contenus. Des présentations des activités de TC jusqu'à maintenant, les autres projets qui sont en cours et en fait, comment nous rejoindre, comment nous suivre. Donc, l'IUD, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est intégré au CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. On a un mandat provincial de soutenir la recherche et la production de nouvelles connaissances, mais aussi d'améliorer les pratiques dans le domaine des dépendances. Donc, on veut rejoindre aussi les intervenants dans l'ensemble du Québec. Donc, au niveau de la recherche, on est une équipe composée de 29 chercheurs réguliers et 2 chercheurs d'établissement. On a également des chercheurs collaborateurs. Et en fait, on bénéficie de subventions fédérales et provinciales comme le FRQ. Dans l'autre volet, l'amélioration des pratiques, on a plusieurs soutiens et accompagnements. Là, je ne les nomme pas toutes. Par contre, c'est quelques-uns que je tiens à mentionner. Donc, le Programme national de formation en dépendance qui est offert par Kevin Godbout. La communauté de pratique médicale en dépendance, donc ça rejoint un bassin de médecins, mais aussi de professionnels de la santé, qui est coordonné par Cathy Tremblay. Et enfin, le service de soutien conseil en dépendance et itinérance, qu'on nomme ESCODI, c'est l'équipe Marie-Ève Goyer. Et enfin, dans tout ça s'inscrit la programmation de transfert de connaissances. Ça ne veut pas dire que les autres programmes n'offrent pas de projet TC. Nous, c'est dans le fond l'infrastructure de l'IUD. Donc, dans l'équipe, on a Axel Moreau, professionnel de recherche, c'est vraiment elle qui a lancé en fait les produits TC, donc qui a développé la programmation. Voilà. Geneviève Fortin, notre agente de communication. Vous l'avez peut-être vu, c'est elle qui fait nos publications sur Facebook, dans nos médias sociaux. C'est également elle qui est responsable de faire les visuels, les vidéos, l'animation des vidéos. C'est tout elle qui fait ça. Et enfin, nous avons le support de Josée Boisvent, notre coordonnatrice de recherche dans le développement des produits TC. Ici, je voulais faire un petit point sur le transfert de connaissances. C'est un concept qui peut être vague pour certains. Je me rappelle au début, moi, j'étais juste, bien là, on prend un article, puis on fait juste le transférer aux personnes qui s'intéressent potentiellement au sujet ou rien de plus. En fait, c'est un processus qui peut être long, ça prend un temps de réflexion. Et donc, je pars de cette analogie-là qui n'est pas parfaite, mais je pense que ça illustre bien le concept. Et donc, il y a plusieurs productions scientifiques là, et à bien des égards qui sont peu utilisées. Donc, les produits de recherche, bien souvent,
ils n'ont pas de retombées nécessairement sur le terrain ou d'applications cliniques. Il y en a certains qui finissent par tomber sur des tablettes. Et donc, il y a des gros efforts, beaucoup de temps et d'argent qui sont investis dans ces projets-là. Et nécessairement, les connaissances ne sont pas toujours utilisées sur le terrain. Et de l'autre côté, vous voyez du pont qui est un peu brisé, nous avons notre public cible. Donc, ça peut être le public général, ça peut être des politiciens, ça peut être des gestionnaires. Et donc, chacun a des enjeux particuliers, donc des enjeux de temps, d'intérêt. Ils manipulent plusieurs dossiers à la fois. Aller voir, lire un rapport de 200 pages, c'est peut-être pas leur priorité. Et donc, justement, il y a un fossé entre les deux. Et donc, ça peut être des enjeux de compréhension. Parfois, c'est des articles de recherche qui utilisent une méthodologie très poussée, qui n'est pas nécessairement facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas de background en recherche. Des problèmes d'accessibilité avec des paywalls. Ce n'est pas centré nécessairement sur les besoins. Donc, identifier vraiment ce qui m'intéresse le plus dans tout ce qui est offert dans la recherche et des enjeux, bien entendu, de temps. Et donc, là, le professionnel de TC, et là, c'est l'image qui n'est pas parfaite, mais en fait, vise à faire le pont entre ces deux entités-là. Et donc, on utilise différents outils à notre disposition. Le professionnel de TC doit être capable de maîtriser, de comprendre un peu les produits de la recherche, être capable de les vulgariser et avoir un petit côté créatif pour pouvoir les adapter justement pour qu'ils atteignent le public cible escompté. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que j'aimerais présenter, c'est un peu, nous, qu'est-ce qu'on fait comme processus. Ça ne comprend pas tous les éléments, mais je trouve que c'est certains points qui seraient importants à mentionner. Et donc, dans un premier lieu, on a identifié les besoins. Donc, pour identifier les besoins, il y a plusieurs façons de procéder. Dans le transfert de connaissances, on a plusieurs modèles. Donc, on a un modèle, par exemple, expert, où est-ce que c'est les chercheurs qui veulent transmettre leurs travaux aux personnes du terrain. Il y a aussi le demand pool, qui est les chercheurs du terrain ou les utilisateurs des services qui demandent aux chercheurs de les aider, de les accompagner. Et enfin, il y a le modèle plus interactif qui est plus proche de nous, comment on fonctionne. Donc, justement, d'impliquer dès le début les chercheurs, les personnes du terrain, les personnes avec un savoir expérientiel, des gestionnaires. Et donc, on a plusieurs méthodes pour aller chercher des informations pour savoir, OK, c'est quoi qu'on veut cibler comme sujet, comme thématique. Et donc, on a les sondages qui sont après les activités TC. Donc, on met un sondage à disposition des personnes. On leur demande, est-ce que vous avez des suggestions, par exemple, pour les futurs projets, pour les futures midi-conférences, par exemple? On a une consultation avec les docs cliniques, donc eux qui font de la supervision clinique, les consulter, savoir c'est quoi qui sont les enjeux du moment, c'est quoi qui préoccupe les personnes, c'est quoi vos besoins, vous, au niveau du terrain. Enfin, on a des nouvelles recherches, donc on sait un peu qu'est-ce que nos chercheurs produisent. Il y a peut-être une nouvelle article qui vient de sortir qui change la façon de voir les choses, qui apporte un nouveau regard, et donc on se dit, ah ben ça serait important que les personnes soient au courant de cette recherche-là. Il y a également l'étape des gestionnaires cliniques, qui aussi pour nous, du point de vue des gestionnaires, savoir un peu c'est quoi qui les préoccupe, c'est quoi qui est d'actualité, comment on pourrait répondre aux besoins. Enfin, on veut choisir la stratégie. Et donc là, nous, au niveau de l'IUD, c'est principalement des intervenants et gestionnaires. On peut aussi aller un peu plus large avec le grand public, mais notre mission principale, c'est les intervenants et gestionnaires. Pour d'autres personnes, ça peut être d'autres enjeux, d'autres, ça peut être le grand public, donc dépendamment de comment votre organisation. Vous avez également le choix du format. Donc, est-ce qu'on veut faire une infographie, une vidéo, un webinaire? Il y a plusieurs stratégies qui ont été développées justement durant la pandémie, là, justement, des moyens pour faire transmettre l'information au public sans être en présentiel. Et donc, il y a plusieurs moyens de transmettre l'information, de choisir le bon, en fait. C'est quand même, il y a un moment de réflexion. On ne veut pas nécessairement saturer les personnes. Si on offre seulement des webinaires, parfois, ça peut devenir un peu redondant ou l'intérêt peut varier. Donc, varier le contenu, c'est une option gagnante, puis l'ajuster selon notre objectif. Donc, notre objectif, ça peut être soit d'informer, donc simplement juste diffuser l'information, ça n'empêche pas ça, mais aussi, si on veut produire un changement plus concret dans les pratiques, et là, ça prend une formule d'accompagnement qui réfléchit, une planification
Et donc, si on veut des retombées plus qui sont concrètes sur le terrain, bien, il faut ajuster justement notre tir. Enfin, au niveau de la consultation d'évaluation qui se produit pas seulement dans cet ordre-là, mais un peu à toutes les étapes. Et donc, c'est important, c'est un travail de collaboration et un travail d'équipe. Donc, moi, je travaille avec mes collègues, on se fait des rétroactions, on travaille aussi avec les chercheurs, avoir leurs idées, qu'est-ce que vous en pensez avec des milieux de pratique. On a également des sondages auprès des professionnels de terrain, donc des personnes qui sont volontaires, qui s'intéressent au contenu de transfert de connaissances de l'IUD, qui voudraient s'impliquer. Donc, on leur demande leur avis, on crée une nouvelle capsule. Est-ce que vous pensez que ça vous comprenez bien? Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire? Et enfin, on fait une rétroaction post-événement, savoir comment vous avez jugé l'événement, y a-t-il des choses qu'on pourrait améliorer? Et en fait, tout ça est guidé par aussi le temps et ressources, et je dirais pour les autres aussi, votre soutien au niveau du milieu pour les activités TC. Est-ce que vous êtes une seule personne qui est en charge ou plusieurs personnes? Est-ce que vous êtes une petite ou une grande équipe? Donc, il faut quand même garder ça en tête tout au long du processus, être aussi pragmatique au niveau des décisions pour être efficace. Maintenant, je vais vous présenter les activités TC de l'IUD. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, on a 4 formats, 4 modalités, les midi-conférences, les capsules cliniques, les capsules vrai ou faux et les dossiers thématiques. À chaque année, on revoit la programmation, on regarde s'il y a des nouveaux contenus qu'on voudrait suggérer, si on voudrait changer certaines choses. Donc, c'est tout le temps en évolution. Pour le moment, c'est ça qu'on offre. Et donc, en premier lieu, les midi-conférences. Les midi-conférences, c'est un webinaire qui a lieu sur l'heure du midi. On cherche à avoir un clinicien, une personne du terrain et un chercheur. Et donc, vous allez voir dans les objectifs, c'est des données issues de nouvelles recherches. Donc, par exemple, on regarde qu'est-ce qui a été publié, on regarde si ça correspond aux besoins actuels du terrain, du milieu, et on essaie de les affilier avec un clinicien, une personne du terrain pour justement faire un travail de vulgarisation puis d'associer les résultats de recherche, déjà faire un travail d'association avec les besoins du terrain, comment que ces savoirs-là peuvent être utiles. Et donc, il y a un travail justement avec le chercheur et les présentateurs de vulgariser leur contenu. On veut limiter qu'est-ce qui est côté méthodologie ou des choses trop pointues. On veut vraiment que ce soit digestible pour le grand public, qu'il n'y ait pas besoin d'aide de formation en recherche pour comprendre ce qui est dit ici, contrairement, par exemple, à une présentation dans un colloque ou dans un congrès. Nous avons également un résumé pour emporter. Donc, c'est une fiche synthèse de ce qui a été dit durant le midi-conférence pour ceux qui n'ont pas nécessairement le temps encore là. Donc, c'est une alternative. C'est une petite fiche qui prend 5 à 10 minutes à lire et donc qui représente tous les points de ce qui a été discuté. C'est quand même un travail important parce que c'est justement les travaux de synthèse, ça demande un travail de réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre vraiment comme information, c'est quoi le plus pertinent et comment qu'on l'amène au lecteur. Si je peux me permettre, Oui. Jean-Philippe, dans le fond, moi, c'est ça que je trouve intéressant avec les activités des midi-conférences. Donc, par exemple, si moi, comme clinicienne, j'ai aimé cette activité-là, puis que je veux le partager à mon équipe en réunion d'équipe, bien, je peux amener le résumé pour emporter, ce qui me permet de tout de suite amener les points saillants. Et puis, ça va peut-être donner le goût à d'autres personnes d'aller écouter le webinaire ou ça peut amener d'autres discussions, ça peut nous amener à aller chercher d'autres références bibliographiques pour pousser plus loin notre réflexion, par exemple. Merci Valérie. Absolument. Puis là, vous allez voir, il y a un échange avec le public, donc il y a une période de 15 minutes à la fin pour pouvoir échanger avec le chercheur. Donc, par exemple, si vous êtes un intervenant, parfois les projets ne sont pas tout à fait terminés. Vous pouvez apporter un nouveau point de vue justement au projet, un nouvel angle, un nouvel intérêt ou quelque chose à sonder. Donc, c'est une occasion justement pour les personnes du terrain d'être en contact avec les chercheurs. Et là, c'est notre prochain qui s'en vient sur sage usage, donc mardi 14 décembre. Si ça vous intéresse, je vous invite à y participer. Ensuite, on a les capsules cliniques qui sont des courtes vidéos animées de 5 à 8 minutes. Et donc, ça propose comme objectif une réflexion sur des pratiques cliniques, donc créer un milieu d'échange qui n'est pas confrontant, qui permet justement d'ouvrir, de partager nos expériences et de créer une activité d'équipe qui est courte, qui est déjà clé en main, un peu pour quelqu'un qui voudrait animer une séance de rétroaction avec son équipe.
de réflexion. Et donc, il y a un guide d'animateur qui est proposé pour justement pour la personne qui veut prendre en charge l'événement. Et aussi, ça, justement, ça vise un sujet particulier. On présente les données en lien avec le sujet. On leur donne l'information qui est basée sur la recherche. Et à la fin, on propose 2 vignettes cliniques qui permettent justement de pousser la réflexion. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Valérie? Non, comme tu as dit, c'est vraiment clé en main. Puis, ben, en fait, oui, ce que je voudrais ajouter, c'est des fois, quand on anime des réunions cliniques, ça dépend de où est l'équipe. Hein. Des fois, ça peut être gênant d'amener une situation. Puis, je trouve ça intéressant que dans ce cas-ci, on parte de capsules cliniques, c'est des intervenants dans celle que tu vas montrer, là. Donc, Viviane ou Roland, qui expliquent, mettons, une situation clinique à laquelle ils sont confrontés, qu'est-ce que ça leur fait vivre comme émotion. Alors, plutôt que ce soit un intervenant de l'équipe qui apporte une situation, puisque c'est une capsule clinique, il y a comme un petit recul qui se fait, qui peut permettre peut-être d'engager la conversation de manière plus libre, moins personnelle. Absolument. Et donc, je vais vous faire montrer un petit extrait pour vous donner une idée de c'est quoi exactement la capsule clinique. Et donc, les troubles d'usage de substances. Une pathologie chronique? Afin d'explorer la question de la chronicité dans le traitement de la dépendance, il est important de revenir un instant sur les définitions afin de bien distinguer les 2 grands types de pathologies. En médecine, les pathologies. Donc, il y a une courte présentation justement sur les définitions. Ensuite, on fait une présentation, par exemple, avec des résultats d'études. Les troubles d'usage de substances atteignent la rémission et ce, après une période moyenne de suivi de 17 ans. Les taux de rémission moyens pour les troubles d'usage de substances sont de 52 % pour l'alcool, de 54 % pour celui relié à l'héroïne et enfin de 60 % lorsqu'il est question de polysubstances. De 7 à 9 % des personnes présentant un trouble d'usage de substances sont en rémission chaque année. Donc, on présente les données justement qui sont vulgarisées, qui sont faciles à comprendre, qui sont en ordre d'importance. Ici, on présente une autre étude. Et enfin, on a une activité justement où est-ce qu'on pose des questions plus ouvertes pour entraîner une discussion d'équipe si on a moins de temps. Que vous évoquent ces résultats par rapport à votre pratique? Avez-vous l'impression de suivre des personnes atteintes d'un trouble aigu ou chronique? Donc, il y a une possibilité d'avoir une courte discussion justement avec des collègues sans nécessairement faire les grandes activités. Et sinon, les activités, la deuxième activité, c'est des vignettes cliniques. Pardon. Donc, je vais juste vous laisser. Depuis quelques semaines, elle se sent un peu démunie et se questionne beaucoup sur l'efficacité du traitement qu'elle propose. En effet, elle trouve que ses clients rechutent rapidement après leur épisode de service et a l'impression de ne pas avoir vraiment d'impact sur le parcours des personnes qu'elle suit. Elle a de moins en moins confiance en elle et en son intervention. Elle se demande si c'est elle qui ne fait pas ce qu'il faut ou si c'est le traitement qui n'est pas assez efficace. Que vous évoque la situation de Viviane? Et comme vous pouvez voir, on laisse vraiment la place il n'y a pas nécessairement de bonne et de mauvaise réponse dans ces situations-là. On veut vraiment susciter la discussion, qu'il y ait justement des points de vue opposés, justement, faire susciter la discussion dans un climat d'échange favorable. Ensuite, on a les vrais ou faux. Les vrais ou faux, ça vise à défaire des mythes, défaire des fausses croyances, rétablir des faits. Autant donc, on vise un plus grand public avec ces vidéos-là. Donc, ça peut être utilisé avec des amis, avec de la famille, mais également dans le cadre d'intervention. Je vais laisser Valérie en parler un peu plus sous cet angle-là. C'est encore là des courtes vidéos animées d'environ 5 à 8 minutes. Et puis, on présente encore là des résultats d'études qui sont récents. Et on présente les faits, puis on défait les mythes en lien avec une étude. Est-ce que Valérie, tu voudrais... Oui, comme par exemple, c'est quelque chose que je pourrais même montrer à un de mes clients dans le cadre de mon suivi. Donc, je pourrais montrer le petit segment où on parle de l'aspect de l'attention.
Si mon usager me dit, ben moi, j'ai l'impression que je suis plus focus quand je fume du cannabis, de lui montrer cet extrait-là, puis d'échanger avec lui après, de dire, ah, qu'est-ce que tu as retenu de cette information-là? Et puis, ça peut permettre de faire de la sensibilisation, puis de réduire là, les accidents en lien avec la consommation de cannabis. Parfait. Je vais vous présenter un petit extrait encore là. On va regarder juste le début, c'est un petit 3 minutes. C'est une vidéo la vidéo qui est la plus populaire jusqu'à ce jour là, parmi nos productions. Vrai ou faux? Une capsule de mise à jour des connaissances proposée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Aujourd'hui, cannabis et sécurité routière. Depuis le 17 octobre 2018, le cannabis est légal au Canada, mais il demeure illégal de conduire avec les capacités affaiblies. Pourtant, en 2019 au Canada, 26 % des consommateurs de cannabis ont déjà conduit en étant sous l'effet de cette substance. Mais quel est le véritable impact du cannabis sur la conduite? Plusieurs mythes et fausses croyances sont encore fortement ancrés dans la population à ce sujet. Nous allons aujourd'hui faire le point sur 3 d'entre eux, grâce aux données récentes fournies par Christophe, chercheur d'établissement à l'IUD qui travaille, entre autres, sur ce thème dans ses recherches. Et voici une première question pour Christophe. Quand je conduis après avoir fumé du cannabis, je fais vraiment attention. Je suis plus prudent, je respecte à la lettre le code de la route et je roule moins vite. Bref, finalement, je suis sûrement moins dangereux, non? Eh bien, Jean-Kilian, la consommation de cannabis a un effet sur nos capacités d'attention, en particulier sur 2 aspects, l'attention focalisée et l'attention divisée. L'attention focalisée, c'est la capacité à se concentrer sur une seule chose pendant une longue période de temps. Au contraire de l'attention divisée, c'est ce qui vous permet de faire 2 choses à la fois, tout en étant attentif à chacune, exactement comme vous êtes en train de le faire présentement, pour suivre la balle et comprendre ce que je vous raconte en même temps. Lorsqu'on consomme du cannabis, cela augmente l'attention focalisée et diminue les capacités d'attention divisée. On est alors facilement absorbé par une seule chose à la fois. C'est l'effet de fixe que peuvent connaître les consommateurs de cannabis. Au volant, après avoir fumé, Jean-Kilian va donc se sentir 100% concentré sur la conduite. Mais en réalité, dans ces conditions, nous sommes facilement concentrés sur un seul aspect de la conduite et il est plus difficile de gérer beaucoup d'informations en même temps. Dans cette situation, on se sent pleinement concentré et prudent, mais si un événement inattendu survenait dans un rétroviseur, le risque de passer à côté serait augmenté. Même si certaines études montrent que la conduite avec capacités affaiblies par le cannabis est associée à une vitesse moins élevée, cela reste quand même lié à un risque plus élevé d'accident. Il s'agit donc ici d'une fausse impression de concentration et de prudence. Donc, j'arrête ici. Comme vous pouvez voir, c'est des idées qui sont parfois, on se dit, ah, ben peut-être que c'est vrai, mais je n'ai pas de source pour appuyer cet élément-là. Donc, on propose ces vidéos-là. Ils sont également utilisés, là, j'ai des exemples de collègues qui sont professeurs dans les cégeps ou à l'université, qui présentent également ces capsules-là pour en discuter avec les étudiants. Donc, c'est vraiment à grand public. Enfin, les dossiers thématiques sortent dans notre infolettre. Et donc, on propose des références, des sources fiables avec des descriptions et des liens. On vise principalement des articles qui sont français, qui sont gratuits, qui sont adaptés à la réalité au Québec. Puis qui, dans le fond, ça évite justement pour les personnes du terrain de faire la recherche eux-mêmes, d'aller sur Google et d'essayer de trouver des sources pertinentes en lien avec un thème donné. Donc, on fait déjà le travail de recension. On propose une variété de sources, donc ça peut être pas seulement des articles scientifiques, mais ça peut être des documentaires, ça peut être des courtes vidéos, ça peut être des webinaires, des offres de formation. Et donc, vraiment, on veut une variété de sources pour ceux qui n'ont pas nécessairement le temps le midi de lire une infographie ou de lire un rapport bien étoffé.
C'est réalisé en collaboration avec le CQDT, qui est le Centre de documentation en toxicomanie. On fait affaire avec Karine Bélanger, notre bibliothécaire. Et donc, on procède à la recherche documentaire. Ce n'est pas nécessairement une revue systématique, mais on fait la recherche documentaire de façon structurée. Puis, on fait affaire avec des collaborateurs, par exemple, un chercheur, une personne du milieu clinique, donc une variété de personnes pour s'assurer que, justement, le dossier capte bien tous les grands thèmes, les enjeux qu'on veut présenter. Enfin, c'est ça. On a environ 4 par année. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Valérie, par rapport à cet élément? Oui, mais est-ce que tu as le goût de donner des exemples de d'autres dossiers thématiques? Oui, bien, notre tout récent, en fait, c'est sur l'itinérance et la dépendance. Donc, on a travaillé avec justement l'équipe de Marie-Ève Goyer. Et donc, c'est un dossier qui est vraiment très complet qui va sortir prochainement dans notre infolettre. Je vais vous inviter justement à vous inscrire à notre infolettre si vous le désirez là, pour la suite. Et donc, justement, on a un grand thème qui couvre plusieurs aspects. On a différents sous-thèmes. Par exemple, ici, on a un dossier sans substance, donc on a une section jeux de hasard et d'argent. Et par la suite, on a, par exemple, les dépendances comportementales. Donc, on vise différents aspects en même un grand sujet. Enfin, c'est pas tout. Il y a plusieurs choses qu'on travaille aussi à côté, comme production de transfert de connaissances. On a une vidéo qui va présenter l'Institut universitaire sur les dépendances, donc il va présenter nos différents soutiens. Il y a également le rayonnement des travaux étudiants qui est en cours, donc on veut faire une page pour les étudiants et leur donner un peu plus de place, de visibilité en fait concernant leurs travaux, leurs réalisations, les faire rayonner leurs travaux, leurs projets pour ceux qui sont associés avec nos chercheurs réguliers à l'Institut universitaire. Enfin, on a des projets de transfert de connaissances pour différentes activités scientifiques. Par exemple, nos nouveaux chercheurs qui viennent de rejoindre l'Institut, comment les mettre en valeur, comment présenter c'est quoi leurs intérêts de recherche, c'est quoi leur background, sur quoi ils travaillent en ce moment. Donc, toutes ces idées-là, en fait, et bien plus de projets aussi, mais de petits projets qui sont en cours. Enfin, je vous laisse sur nos liens. On a notre site web qui est uid.québec. C'est une adresse tout simple à retenir. Et ici, vous allez pouvoir voir, là, dès que vous arrivez, il y a un onglet Transfert de connaissances. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à notre programmation de l'année. Sinon, en haut, vous avez Nous suivre. Et ici, vous allez pouvoir vous inscrire là, pour notre infolette. J'ai laissé le lien ici, c'est plus compliqué à écrire. Et en fait, on a un guichet unique qui permet de nous rejoindre. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide dans le champ des dépendances, on peut regarder pour vous aider là, au meilleur de nos moyens. Et en fait, je vous invite à vraiment nous suivre sur nos médias sociaux. Notre page Facebook est super active. Geneviève met beaucoup de publications d'activités qu'on fait. Donc, je vous invite vraiment à nous joindre sur Facebook, mais aussi nos différents médias. On a également notre page sur YouTube où est-ce qu'on répertorie des playlists de vidéos et d'activités, autant du transfert de connaissances que, par exemple, les TDO ou d'autres activités associées à l'UD. Donc, ça fait le tour. Merci d'avoir assisté. Je regarde au niveau maintenant des questions-réponses. Oui, on avait une question en lien avec le Midi Hermès IUD qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, j'avais répondu là, que le résumé synthèse là, des faits saillants va s'en venir bientôt. Il y a toujours un petit temps après l'événement pour produire ça. Ça devrait s'en venir prochainement. Puis ça va être déposé sur le site web. On proposait l'idée de l'envoyer par courriel avec les inscriptions. Je vais voir là, avec Geneviève si c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Mais je pense qu'elle me parlait aussi que ça allait être partagé par l'infolettre. Merci. Pour ce qui est être envoyé par courriel avec les inscriptions, vous parlez du PowerPoint peut-être. Si c'est le cas pour le PowerPoint, je ne sais pas s'il va être partagé par la suite. C'est avec la DER. Donc, on va essayer de le rendre disponible. Au pire, ça va être avec la présentation sur notre page YouTube, si on la dépose là. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Moi, ça m'intrigue de savoir qui est là. Est-ce que
Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'assister à cette présentation-là ce midi? Est-ce que vous en faites du transfert de connaissances dans votre milieu? Est-ce que c'était juste par curiosité de voir qu'est-ce que nous, on produisait à l'IUD? Alors, si vous voulez écrire ça aussi en commentaire, je suis curieuse. Bonne idée. Je vous invite aussi, entre-temps, vous avez aussi l'onglet événements au haut du site là, pour qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qui a été fait dans le passé, peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. On a une multiconférence avec une étudiante là, qui s'en vient. Et puis, nos multiconférences le 14 décembre également, l'inscription. Oui, puis quand on parlait des dossiers thématiques aussi, là, j'ai vu je vous invite à regarder celui sur le sevrage alcoolique ou sur le suicide. Effectivement, c'est toujours sous-divisé. Hein? Par exemple, il y a le suicide et le jeu, le suicide et les personnes âgées, le suicide et les jeunes. Donc, pour quelqu'un qui veut se faire une tête là, rapidement sur un sujet, là, c'est vraiment intéressant. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont peut-être en TC. Est-ce que d'après vous, ça rejoint pour vos activités? Est-ce que c'est complètement une programmation qui est différente de la vôtre? Est-ce qu'il y a des grosses discordances ou ça m'intrigue? Vous pouvez ouvrir votre micro, là. Oui, on peut vous laisser la parole. On est un petit groupe. Hein, donc, exact. C'est quasiment intime, là. Voilà.